Cependant, il y a quand même eu plusieurs changements législatifs qui sont venus fissurer petit à petit la vision patriarcale du couple et déconstruire donc la notion de devoir conjugal. Et en fait, grâce à tous les combats féministes, aux luttes sociales, il y a eu des évolutions législatives et on va en citer quelques-unes. D'abord la loi de 1990 qui reconnaît que le viol entre époux est un crime. Ensuite la loi de 2006, la loi reconnaît que le viol conjugal est un crime aggravé. Enfin on va citer la loi de 2010 relative aux violences spécifiques faites aux femmes qui a permis la mise en place de l'ordonnance de protection grâce au travail d'Ernestine René et de l'Observatoire des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. Et puis on pourrait aussi citer la loi de 2019, après Grenelle, on ne peut pas tout aborder ici. Ce que nous constatons donc, c'est que le code pénal avance, mais que le code civil ne suit pas, puisque les articles 212, 215 et 242 de ce dernier insistent sur les devoirs et obligations entre époux, en permettant toujours une interprétation arriérée du mariage. L'évolution de ces articles constitue une lutte encore à mener par le collectif. À ce sujet d'ailleurs, cette année, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour la situation de Barbara, femme victime de violences conjugales soutenue par le CFCD et par la Fondation des femmes. Barbara avait demandé le divorce, mais ce dernier a été prononcé à cet ordre exclusif pour l'unique raison qu'elle refusait tout rapport sexuel avec son mari. Nous allons maintenant analyser les chiffres de la permanence afin de voir plus clair. Donc, entre 1998 et 2024, 11% de nos appels concernent les viols conjugaux. Et sur la courbe, on peut observer un pic important d'appels en 2011 concernant les viols conjugaux. Ça correspond à la loi de 2010 qu'on a citée précédemment, mais aussi à la campagne qui a été menée par le CFCD, notamment avec le spot qu'on a diffusé juste avant. Et enfin, cette courbe elle montre aussi une augmentation constante des appels concernant les viols conjugaux à partir de 2018. Et donc sur la période 2014-2024, 11,8% des appels concernent les viols conjugaux et presque la moitié des cas, et dans presque la moitié des cas, les appelants déclarent avoir été victimes d'autres formes de violence en plus des viols, ce qui montre bien le mode opératoire total et global des agresseurs conjugaux. On constate sans surprise que c'est une grande majorité de femmes qui nous appellent, puisque sur 6 586 victimes de viols conjugaux déclarés, seuls 54 hommes ont appelé, mais ce qu'on sait, c'est que ces hommes sont principalement victimes d'autres hommes. Dans 20% des appels, la victime était mineure au moment des faits, la plus jeune elle avait 12 ans, la plus âgée en avait 80. Et dans 17% des cas, l'agresseur était l'ex de la victime au moment des faits. Ce qui nous semble important de rappeler, c'est que les agresseurs conjugaux exercent tout type de métier. Vous pouvez voir derrière moi que les métiers de la santé ainsi que les forces de l'ordre sont surreprésentés. Ce qui nous interroge, puisque ce sont ces mêmes hommes qui prennent les plaintes des femmes victimes. Sur le plan juridique, on a 28% de plaintes déposées et seulement 5% de condamnations. Donc, ce qu'on propose, c'est de laisser un peu les chiffres de côté et d'analyser maintenant le mode opératoire des agresseurs à travers la parole des victimes. Ce qui ressort d'abord des appels, c'est que les maris, les conjoints violents, ils commencent par mettre en confiance la victime et à l'isoler progressivement des proches. Comme c'est elle qui en parle le mieux, nous allons maintenant citer directement les victimes qui nous appellent. Elena, 33 ans, confie qu'elle a fini par moins voir sa meilleure amie, sa famille, sa mère et ses grands-parents, car ils étaient toxiques d'après lui. Elle nous dit « j'avais plus personne ». Nous avons aussi constaté dans le récit des victimes, et ça avait déjà été identifié en 2013 lors d'un bulletin consacré aux viols conjugaux, que la grossesse c'est souvent un moment de bascule dans les violences conjugales. Soit elle est le début des violences,
soit elle est le moment d'une accélération de violences déjà existantes. Myriam, 25 ans, témoigne sur la ligne. Les violences ont commencé au dernier trimestre de grossesse. Elle explique qu'après l'accouchement, les rapports ont repris rapidement, alors que j'avais mal à ma cicatrice. Il m'insérait des doigts et moi ça me faisait mal, mais il forçait. Nina, 42 ans, nous confie aussi que les violences se sont intensifiées au moment de la grossesse. Elle explique que 2 semaines après l'accouchement, il a commencé à me mettre la pression pour obtenir des actes sexuels. Il lui disait « tu m'aimes pas, t'es frigide, t'as pas d'empathie, t'es pas capable de donner ». Et l'organisation des violences par les agresseurs conjugaux, elle passe aussi par une dévalorisation permanente des victimes, et notamment par des insultes. Et cette dévalorisation, elle peut être avant, pendant ou après les violences. Et en fait, ce qu'ont montré les témoignages, c'est que les insultes qui étaient utilisées par les conjoints violents, elles représentaient, en fait, elles étaient le reflet de nombreux stéréotypes sur les femmes déjà présents dans la société, et que l'agresseur conjugal venait piocher dans ces stéréotypes en insultant sur le rôle dans son rôle de mère, sur son travail, sur sa façon d'être. Naomi, 35 ans, se confie. L'agresseur lui disait « tu me dégoûtes, t'es dégueulasse, t'es ignoble ». Solange, 44 ans, est encore en couple avec l'individu au moment de l'appel. Elle nous dit c'est quotidien, il me traite de plaie, de connasse, de morue. Lou, 20 ans, témoigne aussi des injures dites par son ex-compagnon. Il disait que j'étais une grosse pute, une cassos, une bonne à rien, qu'il avait du mal avec ma personnalité. Et on retrouve aussi dans les témoignages des victimes la façon dont les maris et les conjoints violents ils vont inverser la culpabilité pour se dédouaner des viols commis. Et dans les témoignages, on a retrouvé 2 rhétoriques d'agresseurs. Soit l'agresseur s'appuie sur l'idée d'une injonction à la sexualité dans le couple, sur un prétendu devoir conjugal ou sur une idée faussée de c'est ça l'amour. Estelle, 56 ans, nous confie que son conjoint lui disait que c'était son devoir conjugal, que ça plaise ou pas. Lubna, 25 ans, nous confie qu'après un viol conjugal, l'agresseur lui a dit que c'était de l'amour. Et la deuxième rhétorique d'agresseur qu'on a retrouvée, c'est que le conjoint violent, il va faire passer la victime pour folle, voire même lui faire croire qu'elle doit souffrir d'une pathologie parce qu'elle refuse d'avoir des actes sexuels avec lui. Et donc on a beaucoup retrouvé dans les témoignages des femmes qui nous ont appelés que les agresseurs, ils insistaient pour que leur compagne aille voir des professionnels de santé, type sexologue ou gynécologue. Elena, 33 ans, nous dit que lorsqu'il a pénétré avec son sexe, elle pleurait car elle avait mal et qu'il lui reprochait de pleurer en lui disant que c'était pas agréable qu'elle pleure pendant les rapports. Il lui disait qu'elle avait un problème et qu'elle devait voir un gynécologue. Et l'organisation des violences par l'agresseur, elle, dans le couple, elle passe aussi par un régime de terreur. Solange, 44 ans, nous dit « Il a tendance à me crier dessus, il me tire le bras, j'en peux plus ». Elle confie que quand elle refuse un acte sexuel, ça déclenche des colères. Et que lors de ces colères, il la coince dans un coin et lui monologue dans les oreilles. Je me conditionne, c'est devenu mon fonctionnement d'évitement. J'ai la boule au ventre en permanence, dès qu'il est là, je me sens mal. Et ce qui est ressorti des appels également, c'est que pour faire peur et pour faire taire les femmes victimes, les conjoints violents ils vont utiliser les enfants dans les violences. Et les enfants, ils sont soit instrumentalisés pour faire souffrir les femmes, soit les témoins des viols et des violences. Anaïs, 33 ans, a été victime d'un viol conjugal alors que les enfants dormaient à côté. L'agresseur lui a dit « ferme ta gueule ». Lola, 49 ans, se souvient que l'individu se masturbait à côté de son enfant alors qu'elle était en train de l'allaiter. En conclusion, l'organisation des violences par les conjoints et maris violents, elle n'a pas beaucoup changé au cours de ces 40 dernières années. Mais par contre, ce qui change sûrement, c'est que les victimes, les femmes, elles nous appellent plus en fait à ce sujet. MeToo, les médias, les campagnes, les lois aussi qui ont changé, elles ont permis une meilleure visibilisation de qu'est-ce que c'est le viol dans le couple. Et ce qu'on a pu constater, ça avait déjà été mis en lumière précédemment, c'est qu'il y a certains moments qui peuvent déclencher un appel sur nos lignes d'écoute. Notamment, on a eu de nombreux appels de femmes victimes de viol dans le couple qui avaient été victimes dans le sommeil ou alors d'un viol qu'elles avaient jugé plus violent que les autres. Ce que nous constatons, c'est que malgré une prise de conscience globale sur les violences conjugales, le crime de viol par le mari est souvent oublié.
En effet, il disparaît au profit du délit de violence conjugale. Cependant, les lignes d'écoute sont de plus en plus utilisées par les victimes comme un espace de parole, mais aussi comme un espace pour préparer une plainte. Nous remercions d'ailleurs nos collègues du 3919 qui continuent de nous orienter les appelants qui en ont besoin. Lorsqu'un procès a lieu, le collectif féministe contre le viol peut se constituer partie civile et ou accompagner solidairement des victimes. Nous assurons une présence bienveillante ainsi que la sécurité des victimes qui n'est pas pensée dans les tribunaux, notamment au moment du verdict. Nous voulions pour cela vous présenter un procès auquel nous étions présentes et qui représente pour nous à la fois de nombreux dysfonctionnements, mais également des victoires, des bonnes pratiques et des combats qui restent encore à mener. Nous avons essayé de parler de la situation d'Anaïs qui a été victime de viols conjugaux et de violences conjugales. Elle a déposé 6 plaintes au total pour violences conjugales sans obtenir la protection de la justice. Quand elle va pour porter plainte pour les viols conjugaux, le policier lui dit ça va être mis à la poubelle. La plainte elle est classée sans suite. Elle demande une ordonnance de protection qui lui est refusée. Et puis avec l'aide de sa famille, elle quitte sa région natale, elle essaie de fuir l'agresseur, mais il la retrouve. Il la violente de nouveau, la viole. Sauf que cette fois-ci, Anaïs, elle va se connecter sur la plateforme numérique d'accompagnement des victimes, qui est un dispositif qui existe depuis 2018 et qui permet de mettre en relation les victimes de violences sexuelles et conjugales avec des policiers qui sont formés spécifiquement sur les violences et qui sont bienveillants. Après, elle va être reçue, Anaïs, dans la foulée par une enquêtrice spécialisée sur les violences conjugales. Grâce à ces questions et grâce à son enquête, il y a une bonne enquête qui va être faite et l'agresseur va être renvoyé devant la cour d'assises. Et ce qu'on retiendra de ces 3 jours de procès aux assises, c'est le passage à la barre d'Anaïs qui a déposé pendant près d'1 heure en détaillant l'ensemble des violences dont elle avait été victime. On retiendra également la condamnation, 12 ans de réclusion criminelle. Il avait fait appel, mais il s'est finalement désisté pas longtemps avant la nouvelle audience. Et en fait, durant ces 3 jours d'assises, les viols conjugaux, ils ont été nommés, ils ont été décrits et ils ont été condamnés comme ils devraient l'être à chaque fois. Et même si Anaïs elle a fait face à des dysfonctionnements importants à partir de sa première plainte, cette audience elle a montré qu'une autre justice était possible pour les victimes de viols conjugaux.